Je vais bientôt devoir partir, les amis, dans 15 minutes. Il faut absolument que j'arrive au bout de cet épisode. Le scan que je veux faire de Razi, là, c'est sur cet article de Mediapart, sur l'entrisme. En gros, cet article, il est assez incroyable. Il vous explique que un gars qui s'appelle Patrick Buisson, c'est l'ex-conseiller de Sarkozy, il révèle l'entrisme de fou furieux des cathos traditionnalistes dans les plus hauts sommets de l'État entre 2007 et 2012 et bien au-delà même. Patrick Buisson, c'était le spin doctor de Sarko. Un spin doctor, c'est un conseiller de l'ombre, un conseiller en communication politique, chargé de fabriquer un récit, orienter les médias, minimiser les scandales, mettre en scène les victoires, retourner l'info négative en avantage, tu vois. Et donc il est plutôt discret, tout ça, et Patrick Buisson il apparaît sur aucun organigramme, c'est ce qu'ils disent dans l'article de Mediapart. Il œuvre dans l'ombre en s'appuyant sur une poignée de conseillers politiques et ecclésiastiques. Et tous partagent la même vision de la France et de ses racines chrétiennes, de la famille et de l'église dans leur forme la plus traditionnaliste. Et Mediapart a obtenu des documents justement issus des archives personnelles de Patrick Buisson, et comme il est spin doctor aussi méthodique que paranoïaque, comme ils le disent dans l'article, il notait tout, il enregistrait tout. Et pendant qu'on nous bassine avec l'entrisme politique, on découvre l'entrisme catho, mais vénère. Comment ils ont influencé les discours présidentiels, la nomination d'évêques, genre Marc Hayet, ultra anti-IVG, anti-mariage gay, etc. La nomination dans les ministères, la ligne politique identitaire, tout ça, ça a été influencé. Et par exemple, il parle justement de Camille Pascal qui écrit les textes de Sarkozy, un des conseillers de Sarko, qui est agrégé d'histoire. Et il explique en fait que Sarkozy doit prononcer un discours au Puy-en-Velay, la ville de Laurent Wauquiez, le point de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, pour préparer le terrain d'une campagne présidentielle identitaire, tu vois. Et dans son message, il dit: j'ai dit au président de la République ce matin que j'avais lu votre discours et que je l'avais trouvé excellent. Ça c'est Patrick Buisson, donc il dit ça à Camille Pascal. Et ensuite, ils ont développé leur ruse, tu vois. Genre, mon cher Patrick, voici ma Jeanne, je vous la livre. Ça, c'est Camille Pascal qui écrit ça à Patrick Buisson, en lui adressant une première version du discours que Nicolas Sarkozy doit prononcer à Jeanne d'Arc. Et en hommage à Jeanne d'Arc, le mec qui fait des failles temporelles, sur l'incarnation des racines chrétiennes de la France, tu vois. Et il est tout content, il dit: je vous les juge et attends avec impatience et anxiété votre avis et vos propositions d'amendement, précise l'auteur. On me harcèle pour que je rende ma copie au plus tôt, soit dès cet après-midi, vous imaginez bien pourquoi. Et Patrick Buisson, c'est son second lecteur. Et puis il lui dit: ouais, non, vas-y, c'est bien, c'est super, t'as bien mis en avant la culture, machin, chrétienne, la religion. Et c'est flippant parce que vraiment, il y a ça à tous les endroits. Tu vois, déjà, par exemple, ce mec-là, le fameux Camille, dont je parle là, le Camille Pascal, il est devenu ensuite numéro 2 du ministère dirigé par Elisabeth Borne. Sa femme, elle est mise en cause pour avoir protégé... Ah non, c'est sa femme qui était numéro 2 de Borne. Elle est mise en cause pour avoir protégé l'établissement Stanislas, l'établissement catholique, pour avoir interrompu la commande en BD d'une version revisitée de La Belle et la Bête, etc. Et en fait, en gros, la stratégie de Patrick Buisson, donc là je retourne sur le conseiller de Sarko, c'était de ramener l'église catholique dans le cœur du pouvoir, d'inscrire les racines chrétiennes dans le récit républicain, d'imposer des positions ultra conservatrices sur anti-IVG, anti-LGBT, anti-euthanasie, utiliser le Vatican, les évêques, les discours et les réseaux pour influencer la politique française, clairement. Et tu vois, par exemple... donc là je vous parlais de Camille Pascal qui était sa plume à Sarko. T'as donc Patrick Buisson, lui aussi ancien journaliste d'extrême droite à la base. T'avais aussi un évêque, Marc Hayet, qui est une icône de l'extrême droite catholique,
ancien curé du diocèse de Fréjus, ou l'officier sous les ordres d'un monseigneur Ray, autre évêque qui est traditionnaliste, etc. Il a été bombardé à la tête du diocèse de Bayonne, à la surprise générale, et depuis sa nomination, l'évêque a multiplié les provocations de l'organisation d'un rassemblement international pro-vie, avec des intégristes russes, états-uniens, la projection d'un clip anti-IVG, enfin tu vois, c'est que des bails comme ça. Et en fait, ce Marcaillet, donc il est monté, tranquille. Il n'a jamais dénoncé d'ailleurs l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est le seul évêque de France à avoir refusé d'ouvrir ses archives à la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'église. Donc c'est quand même assez dingue quand tu penses à Notre-Dame de Bétarab. Et la nomination de cet évêque a été une énigme, tu vois. Et ça a été fomenté par tout cela. Et franchement, c'est que des trucs comme ça dans l'article. Et il parle de Bruno Retailleau. Comment Patrick Buisson a repéré Retailleau et l'a fait monter. Parce que lui, il était très connu dans le réseau Cato Tradi. Et ben, aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur et des cultes. Et donc voilà, ils ont passé leur temps à réécrire des discours pour glisser des symboles religieux. Tu vois, pour que la communauté Cato Tradi puisse les voir. Il y a eu le réseautage avec la communauté de Saint-Martin, repère de prêtres tradis de ouf. Il y a eu des pressions sur les nominations d'ambassadeurs et d'évêques. Et donc les manœuvres pour mobiliser l'électorat catho. Il y a eu une organisation d'un symposium anti-islam aussi. Le refus d'enquête sur la pédocriminalité dans l'église, ça je vous l'ai dit. Que des bails de ouf. Ah oui, alors attends, truc de ouf, hein. Tandis qu'il intrigue au sein de l'Elysée, à un moment il dit ça, et qu'il s'enrichit en facturant 2,7 millions d'euros d'honoraires en sondage, Patrick Buisson entreprend aussi d'établir une liste d'une trentaine de prêtres et d'évêques français à promouvoir, sur la base là encore, de critères idéologiques. Coordination entre l'Elysée, l'église, les médias. Ah ouais, ça c'était avec Louis de Ragnel, qui s'entretient avec le fameux Camille Pascal, celui qui écrivait la plume, agrégé d'histoire. Et un prêtre parisien très en vue, le père Mathieu Rouget, qui est aujourd'hui évêque de Nanterre. Et dans l'après-midi, en fait, le Louis de Ragnel, il organisait ce rendez-vous et envoie ensuite en mail oui, c'est bon. Enfin, il était responsable de la radio Europe 1 hein, et directeur de la rédaction de JD News, je sais pas si t'imagines. Donc c'était l'hebdomadaire du journal du dimanche, propriété de Bolloré, et tu vois comment toutes les ramifications elles sont faites. C'est scandaleux. Ce passage là il était intéressant parce que juste après il te dit il avait laissé un message en disant Louis de Ragnel là, en ce qui concerne les cathoréaques, le président de la République dans sa profession de foi évoque très clairement son refus de l'euthanasie, du mariage et de l'adoption par des couples de même sexe. Insiste Louis de Ragnel. Camille Pascal et Mathieu Rouget sont missionnés pour rassurer les plus réfractaires. J'ai pu m'entretenir longuement avec Vincent Montagne, directeur de publication de Famille Chrétienne. Le message est bien passé, il veut une mobilisation totale, explique Camille Pascal. Et ensuite il indique que Patrick Buisson récolte des signatures pour une tribune du type « Nous sommes catholiques, nous croyons à un certain nombre de valeurs que seul Nicolas Sarkozy s'engage à défendre ». Et le père Rouget, donc avec qui ils ont pris un petit verre, s'astreint quant à lui à rassurer des soutiens de Frigide Barjot, la porte-parole du collectif La Manif pour tous, et à rédiger une tribune. La cible, ce sont les cathos qui veulent voter François Hollande malgré ses petites transgressions, explique le prêtre. T'imagines cet entrisme religieux de fou? Et nous, on nous a sorti un rapport sur l'entrisme du frérisme, alors que, je vous rappelle, on nous parlait de l'entrisme dans le sport. Et au final, il y avait que, dans le rapport que le ministère de l'Intérieur avait produit, il y avait que 0,04% des associations sportives qui étaient considérées comme fréristes. 0,04%. Et on a des raclures de chibres qui viennent nous dire sur les plateaux nuit et jour pendant cette période, ouais, notamment Caroline Forest, ouais, mais attention, ils sont pas que dans le sport, ils sont aussi au CNRS, ils sont aussi diplomates. Là, vous vous rendez compte qu'il y a une commission
qui a été faite pour justement trouver les accointances entre LFI et les frères musulmans ou des réseaux djihadistes. Et puis comme ils n'avaient pas le droit de nommer un parti, ils ont dit pour voir les mouvements politiques et leur rapport avec le frérisme. Ils ont fait une commission, les gars. Ils ont fait une commission, les cracks. Une commission pour un truc quasi inexistant. Hein, 5% des mosquées considérées comme problématiques. On est sur du résiduel. 0,02% des associations rattachées à un mouvement frériste. Alors que là, dans cet article, tu te rends compte que l'entrisme catholique, il est vénère. Ça influe sur le droit. Comment tu peux faire plus haut? Ça influe les discours d'un président de la République. Et sur ses prises de position. Et tu nous casses les couilles avec un entrisme qui est quasi inexistant, car dans une marge d'erreur. Et comment on peut accepter ça, en fait? Comment on peut avoir des médias qui disent oui, ça va. Je veux voir, moi, qui va reprendre cet article de Mediapart. Parce que ça, c'est censé faire un tollé encore plus grand qu'au final, ce rapport de l'entrisme islamiste qui était mais pété, qui nous a rien appris, qui était un feu de paille. C'est scandaleux, je te jure. La médiocrité dans laquelle on est tombé d'un point de vue journalistique, dans les médias, c'est scandaleux. C'est abominable. C'est-à-dire que on se retrouve là de voir nous, du haut de notre petit bac ES, fouiller, prendre des abonnements, recouper des sources, et se dire ah bah en fait il y a un problème. Je te jure, quand mon pote Kelly le Polytaquin m'avait dit ouais, tu te rends compte qu'on s'en... Il m'appelle juste après le truc de l'entrisme, là, le rapport de soixantaine de pages. Il me dit, tu te rends compte, on en est à télécharger des rapports pour les lire en entier parce qu'on fait même plus confiance à nos politiques et aux médias. Et quand tu le lis, tu te dis, ah ouais, en fait, putain, heureusement que j'ai lu parce qu'en fait, le rapport, il dit que ça va, il n'y a pas de problème. Qu'il faut faire attention, mais que pour l'instant, il n'y a rien qui puisse être considéré comme un problème. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de lire, là? Non, mais c'est dingue. Dans son email du 23 avril 2012, Louis de Ragnel, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, explique aussi à ses deux interlocuteurs la nécessité de reconquérir l'électorat catholique dans l'ouest de la France. Et pour cela, note-t-il, il faut faire monter Bruno Retailleau. À peine 2 semaines plus tard, l'élu vendéen monte à la tribune pour ouvrir le dernier meeting de la campagne de Sarkozy au Sable d'Olonne. Événement au cours duquel le président insiste sur le long manteau de cathédrales et d'églises qui habillent le territoire français. Purée de pommes de terre. Et si c'est pas ça de la taquilla, on nous parle tout le temps de oui, mais on peut pas les reconnaître, nous, les intégristes musulmans, parce qu'ils pratiquent la taquilla. Bah là, excusez-moi, mais on a pas vu venir le truc. Hein. Parce qu'on les entend pas dire ah là là, au nom du Père, hein, du Fils et du Saint-Esprit. On n'entend pas, on les entend pas dire ah, comme le disait Saint Matthieu, vous savez. On n'entend pas ça, tu vois. Ils en parlent jamais. Là, ça commence là à dire oui, moi j'ai une foi, machin, mais ça s'arrête là. Non, mais c'est Taki halal, pas bon. Parfait, excellent. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau en 2023 disait de ce fameux Patrick Buisson, là, le conseiller de Londres, qui n'apparaît dans aucun organigramme, encore une fois, à l'époque, t'imagines. Patrick Buisson a parfaitement théorisé l'enjeu essentiel d'une politique de civilisation. Ces termes, il m'angoisse, c'est dingue de parler de ça. Et donc, ouais, l'un des principaux collaborateurs actuels de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur s'appelle Jean-Baptiste Doha. Et il est chargé de sa communication. Il est très politisé à droite de la droite. Il a été responsable du mouvement pour la France, le parti de Philippe de Villiers. Et Doha est aussi un ancien protégé de Monseigneur Castet, l'un des évêques de la galaxie Buisson, qui avait créé la polémique en 2009 en le nommant secrétaire général adjoint de son archevêché en Vendée. Il y a une véritable différence idéologique entre Patrick Buisson et Bruno Retailleau, signifie pourtant Jean-Baptiste Doha. Le conseiller explique que Patrick Buisson a découpé la France en strates, il envisage la confrontation de deux blocs, un bloc constitué de ceux qui ont compris l'histoire de France et racines chrétiennes, et un autre bloc, ceux qui n'ont rien compris et qu'il faudrait combattre. Tandis que Bruno Retailleau a toujours été hermétique à cette approche positiviste, contraire à l'approche gaulienne, cette vision maurassienne porte un visage du monde assez contradictoire avec une vision chrétienne de la politique. Ce qui est quand même un problème quand on souhaite, comme le faisait Patrick Buisson, défendre l'héritage chrétien de la France. On ne peut pas considérer le pays comme un champ de division inéluctable.
Putain, c'est ouf. À la mort de Patrick Buisson, il est mort en 2023. Le Bruno Retailleau avait d'ailleurs publié un long hommage sur le réseau social X, dans lequel il saluait la puissance spirituelle de l'ancien conseiller élyséen. Non mais frère. Non mais frère. C'est scandaleux. Vraiment... voilà quoi, l'entrisme catho dans toute sa splendeur. Sourcé. Avéré. Il n'y a pas de il semblerait, il n'y a pas de il pratique la taquilla, machin, mon cul. Là, voilà, on est sur du... Alors, ça parlait de références maurassiennes. Alors, je vous l'ai mis parce que je connaissais pas, moi. C'est pour ça que je me suis permis de le dire, de le mettre aussi. Le maurassienne. En fait, ça vient donc de Charles Maurras. C'est le chef de l'Action française, c'est un écrivain, journaliste, qui a soutenu le régime de Vichy, hein, qui a été condamné après la guerre. Voilà. Il était chef de l'Action française, c'est le mouvement royaliste, nationaliste, anti-républicain, antisémite, anti-protestant, anti-maçon. Et donc voilà, quand dans l'article, ça parle de... c'était quoi la phrase que je vous ai lue? Bah, je sais plus c'était quoi. Ah oui, cette vision maurassienne porte une vision du monde assez contradictoire. Ah oui, tandis que Bruno Retailleau, ouais, ça c'était le doigt qui dit, a toujours été hermétique à cette approche positiviste, contraire à l'approche gaulienne. Positiviste, j'adore. Ça me fait un peu bosser... Ouais, fais attention à l'heure, merci beaucoup, il est 20h, ouais, je vais devoir y aller. T'es trop en amour, merci beaucoup. On fait un no comment, le miel, et je me barre. Maurras, c'est de lui que la théorie du grand remplacement vient. Zemmour est un grand fan. Ah, c'est pas Camus à la base? Mais c'est peut-être Camus qui a repris Maurras. Allez, c'est parti. Comment ça s'appelle? Le no comment, je lis des phrases et je vais vous montrer une vidéo. On n'a pas le droit de les commenter, on met que des emojis. On commence avec le rappeur Freeze Corleone qui révèle être interdit de concert partout en France. Donald Trump annonce que l'UFC va organiser un combat à la Maison Blanche en 2026. Au dîner du CRIF, le Premier ministre Bayrou a parlé de sa jeunesse pauvre judéo-chrétienne et de son âme juive. Évidemment. Oh, pardon, j'ai parlé. Et enfin, sur CNews, Bellamy, François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains, a dit ça. On ne peut pas ne pas voir qu'effectivement, le régime algérien, quand il fête son indépendance, ne fait rien d'autre en fait que d'insulter la France. En tout J'ai envie de commenter là. Alors là, mon pote, j'ai envie de commenter. Bref, allez, je finis en beauté avec un peu de miel. Le miel, c'est... Ouais, non, c'est dur. Hein. Alors, c'est cette façon que Darius Rochebain a d'essayer de niquer De Villepin pour lui faire admettre qu'il n'y a pas eu d'Oradour sur Glane en Algérie. Voilà. Comme l'avait dit Apathy, et s'était fait taper dessus et il a même quitté RTL à cause de ça parce qu'il n'avait pas accepté cette sanction. Et regardez comment il va ça va péter, essayer d'emmener De Villepin dans ce truc là, mais que ça va pas prendre du tout. Regardez, j'adore, ça c'est le petit miel pour finir, comment le journaliste médiocre va se faire terminer. Pardon d'insister sur cet aspect historique. Quand notre confrère Jean-Michel Apathy a dit qu'il y avait eu des Oradours sur Glane français en Algérie, il y a eu deux réactions, on l'a très bien senti. Ceux qui estimaient que c'était inimaginable de faire cette comparaison, je laisse la comparaison avec la Shoah qui est tout à fait un phénomène unique dans l'histoire, mais les Oradours sur Glane en Algérie français, ceux qui disaient c'est une comparaison absurde et ceux qui disaient oui c'est vrai il y a eu des actes comparables. Qu'est-ce que vous dites vous? Je regarde l'histoire et évidemment il y a eu d'horribles massacres, les Oradours sur Glane français là-bas. Général Bugeaud, autant de massacres. Ah bah oui Chacal, en fait t'es face à quelqu'un qui connaît l'histoire. Donc un peu compliqué hein.
qui ont véritablement commis des forfaits ignobles en Algérie. Ça, comparable à ce que les Allemands ont fait en France. Mais oui, les enfumages, quand on enfermait dans des souricières des populations algériennes, oui, c'était comparable. Et donc, je crois qu'il... Franchement, il a fait... j'aurais dû lire un livre d'histoire. Il faut, vous savez, Oradour-sur-Glane, c'est à quelques kilomètres d'un des villages de ma famille. Donc j'ai à 6 ans... Ah ouais, sa famille elle a un village de Villepin. En 7 ans, pu découvrir la réalité de ce qu'est Oradour-sur-Glane. Donc je mesure bien l'horreur que cela représente. Ce point est très important parce qu'effectivement, quand on dit c'est comparable à ce qu'il y a eu à Oradour-sur-Glane, on mesure bien que l'histoire a un sens. L'histoire a un sens et surtout... L'histoire doit aujourd'hui sortir du deux poids, deux mesures. Il est facile à l'extrême droite de considérer que tout ça, après tout, c'est rien, qu'on ne faut pas en rajouter. Rappelez-vous que dans la relation avec l'Algérie, la fameuse loi de 2005 a été véritablement une insulte vis-à-vis de toute une série de peuples d'Afrique, quand nous avons voulu considérer qu'il y avait toutes sortes de bienfaits à la colonisation. Donc oui, nous sommes dans un temps où il faut être respectueux de la mémoire des autres, reconnaître la souffrance des autres. Et ce que je crois être le propre de la France, c'est cette humanité, cette capacité à puiser en nous-mêmes la force, et il n'y a rien d'humiliant, il n'y a rien qui ressemble à une forme de repentance ou de soumission. Au contraire, c'est trouver en soi la force. Quand Jacques Chirac, à peine arrivé à l'Élysée, en juillet 1995, fait le discours du Veldiv, en dénonçant un crime d'État. Ouais, j'arrête là parce qu'après je vais commencer à dire que je vais vouloir voter de Villepin, je vais me faire avoir, Mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre un ministre, un ancien ministre dire ça, voilà, je vous le dis. Maintenant, quid du véritable visage, évidemment, ça, on le saura très vite. En tout cas, je laisse ça là, je pose ça sur la table. Et peut-être qu'il fera partie de la Cuenta ou pas, je sais pas. En tout cas, je la porte avec moi sur Avignon, partout. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.